Je m'appelle Céline. J'ai 34 ans. Et le jour où ma sœur s'est retrouvée devant 200 invités, incapable d'expliquer pourquoi les lumières de la salle de réception venaient tout juste de s'éteindre, j'étais assise sur le balcon d'un hôtel à Lisbonne, regardant le soleil se coucher sur le fleuve pendant que ma fille dormait à l'intérieur. Je ne me suis pas sentie coupable. Je tiens à être tout à fait honnête là-dessus. J'ai plutôt ressenti quelque chose de proche du soulagement. Ce genre de soulagement qui survient après avoir porté un fardeau bien trop lourd pendant bien trop longtemps, avant de le poser enfin par terre. Et de s'en aller sans se retourner. Mais laissez-moi reprendre depuis le début. Car si je ne vous raconte que la fin, vous ne comprendrez pas ce qui s'est réellement passé. Ma petite sœur, Chloé, a 29 ans. Elle a toujours été celle que ma mère présentait en premier, celle dont les photos ornaient les murs du salon, et celle dont les petits amis avaient droit aux dîners officiels servis dans la vaisselle des grands jours. En grandissant, j'ai appris à ne pas en faire une affaire personnelle. Je me disais que chaque famille a sa propre dynamique et que c'était simplement la nôtre. J'étais l'aînée, la fille raisonnable, celle qui gérait les problèmes. Chloé était celle que tout le monde voulait regarder. Cela me convenait. Pendant très longtemps, cela m'a sincèrement convenu. Ce qui a tout changé, c'est l'argent. Il y a 3 ans, Chloé a rencontré un homme prénommé Thibaut. Sa famille possède un important patrimoine immobilier commercial s'étendant sur plusieurs régions. C'est le genre de personne qui parle de travaux de rénovation comme si tout le monde possédait une résidence secondaire à restaurer, le genre de gens qui vous demandent où vous estivez, employant ce mot comme s'il s'agissait d'une évidence pour le commun des mortels. Chloé a plongé immédiatement et corps et âme dans cet univers, et elle voulait que notre famille s'y intègre sans la moindre couture apparente. Et c'est moi qui étais la couture qu'elle voulait le plus dissimuler. Je suis mère célibataire. Ma fille, Clara, a 6 ans. Son père et moi nous sommes séparés avant sa naissance, et je l'ai élevée seule dès le premier jour. Par ailleurs, je dirige un petit cabinet de conseil financier indépendant qui fonctionne très bien. J'ai 4 grands clients professionnels de longue date. Et un revenu régulier que j'ai patiemment consolidé sur 8 années de travail. Rien de tout cela n'existait aux yeux de la famille de Thibaut. Ce qu'ils voyaient, c'était simplement une femme sans mari, avec un jeune enfant, vivant dans un appartement en location dans un quartier calme en périphérie parisienne. Chloé s'est bien assurée que ce soit la seule image qu'ils aient de moi. 18 mois avant le mariage, ma mère m'a appelé un mardi matin à 9 h. Elle n'a pas pris de nouvelles de Clara, elle ne m'a pas demandé comment se passait mon travail. Elle m'a simplement annoncé que Chloé avait besoin d'aide. Et que j'étais la seule personne de la famille à disposer de la souplesse financière nécessaire pour faire le nécessaire. Le lieu que Chloé avait choisi pour son mariage était un domaine historique situé en lisière de forêt en Île-de-France. Un escalier monumental, des jardins privés, le genre d'endroit qui exigeait un acompte non remboursable de 12 000 € rien que pour réserver la date. Ma mère a prononcé ces mots avec douceur, mais sans la moindre hésitation. Nous avons besoin que tu paies cela avec ta carte bancaire. J'ai demandé si Chloé savait qu'elle m'appelait. Ma mère a répondu que oui. J'ai demandé si Chloé avait l'intention de me rembourser. Il y a eu un silence au bout du fil, puis elle a ajouté, « Nous sommes une famille, Céline. » C'était sa réponse. Ce silence, suivi de ces quelques mots. Et j'ai payé. J'ai également payé l'acompte du traiteur 4 mois plus tard, la première facture du fleuriste, ainsi que 2 mois d'honoraires pour le coordinateur des prestataires, qui sont devenus ma responsabilité sans que personne ne me le demande formellement. Au total, j'ai injecté 61 000 € dans ce mariage.
Chloé n'a jamais reconnu directement le moindre de ses paiements. Pas un seul euro n'a fait l'objet d'une discussion concernant un prêt ou un plan de remboursement. Cet argent arrivait discrètement et s'intégrait naturellement à la fête grandiose qu'elle s'organisait. Si vous avez déjà vécu une situation similaire, vous savez déjà ce que je veux dire quand j'affirme que l'argent n'était même pas le plus difficile. Le plus difficile, c'était que personne ne semblait le remarquer. Ou plutôt, ils le remarquaient, mais préféraient ne pas trop y penser, car cela les aurait obligés à dire quelque chose, et dire quelque chose aurait rendu la situation inconfortable. Chloé ne m'a jamais dit merci. Elle disait plutôt des phrases comme « Je savais qu'on pouvait compter sur toi, tu as toujours été si pragmatique », sur le même ton que l'on emploierait pour complimenter un bon appareil électroménager. Ma mère répétait la même chose. Ma tante Béatrice, qui était au courant de ces versements, m'a dit une fois au téléphone que j'étais le ciment de la famille, et je me rappelle avoir fixé le plafond après qu'elle a raccroché, en me demandant à quel moment précis j'avais accepté ce rôle. L'email est arrivé un jeudi après-midi. J'étais à mon bureau, entre deux appels. L'objet était « Logistique du week-end de mariage ». À lire attentivement. Je l'ai ouvert en m'attendant à un planning ou à des détails sur le stationnement. C'était une liste. Chloé l'avait rédigée sous forme de puce de numérotation, ce qui m'a semblé être un choix bien étrange pour un message adressé à sa propre sœur. Le ton était formel, d'une manière qui semblait délibérée, comme si elle l'avait écrit ainsi pour pouvoir prétendre plus tard qu'elle faisait simplement preuve d'organisation. Le premier point indiquait que Clara n'était pas invitée à la cérémonie ni à la réception. Chloé précisait que l'événement était réservé exclusivement aux adultes et qu'elle espérait que je comprendrais, mais juste en dessous, elle avait ajouté une phrase que je n'ai jamais oubliée, elle écrivait que la famille de Thibaut avait certaines exigences quant à l'atmosphère de la réception, et que la présence d'enfants issus de situations familiales non conventionnelles risquait de faire désordre. J'ai relu cette phrase à 2 reprises. Puis, j'ai posé mon téléphone face contre table sur mon bureau et je suis restée un moment sans bouger. Elle ne se contentait pas d'exclure ma fille. Elle m'expliquait pourquoi, en mettant noir sur blanc que l'existence même de Clara, le simple fait qu'elle soit ma fille, risquait de l'embarrasser devant des personnes dont elle avait décidé que l'opinion importait plus que tout le reste. Les points suivants de la liste passaient à ce que je ne peux qualifier que d'exigences financières déguisées sous des termes familiaux. Elle s'attendait à ce que je règle le solde final du domaine, qui avait augmenté depuis le versement de l'acompte initial. Elle s'attendait également à ce que je prenne en charge la réservation groupée de chambres d'hôtel pour les invités venant de loin de sa branche familiale, qui était désormais devenue ma responsabilité financière. Elle évoquait aussi une participation à leur lune de miel sur un ton qui la présentait comme une évidence absolue. Le dernier point me concernait personnellement. Elle m'écrivait que dans un souci de cohérence globale des invités, elle me demandait de me rendre à la réception séparément du groupe familial principal, de m'installer à une table située vers le fond de la salle avec quelques-uns de ses collègues de travail, et d'éviter de mentionner mon métier aux proches de Thibaut, à moins qu'on ne me le demande directement. Elle ne voulait pas que les gens s'interrogent sur la situation financière de notre famille. Elle me voulait présente comme un simple figurant, pas comme sa sœur. Je ne l'ai pas appelée. Je n'ai pas non plus appelé ma mère. Je suis restée seule avec cet email pendant 2 jours. Puis, j'ai contacté mon avocate, Maître Valérie, qui s'occupe de tous mes contrats professionnels depuis 6 ans. J'avais structuré tous les paiements des prestataires du mariage par l'intermédiaire d'un mandat de gestion administrative que nous avions discrètement mis en place pour plus de commodité.
Mon nom ne figurait nulle part. Sur les contrats des prestataires, seul le cabinet de Valérie était enregistré comme contact administratif. J'avais agi de la sorte à l'origine parce que ma mère m'avait demandé de rester discrète, et j'avais accepté sans mesurer pleinement la portée de cette décision. À présent, je comprenais exactement ce que cela signifiait, j'avais toutes les cartes en main. Valérie m'a exposé les différentes options avec calme et précision. Si je retirais l'autorisation financière avant que le paiement final ne soit validé, les prestataires étaient contractuellement en droit de suspendre leur service. Le contrat du domaine comportait une clause très stricte concernant les délais de paiement, si le solde n'était pas reçu le vendredi précédant l'événement. Il pouvait libérer la date et annuler la réservation. J'ai écouté attentivement toutes ces explications, j'ai posé quelques questions, puis je lui ai dit que j'avais besoin de 24 heures pour réfléchir. Je suis allée chercher Clara à l'école cet après-midi-là et je l'ai emmenée dans la petite pizzeria près de chez nous qu'elle adore. Je la regardais manger ses pâtes en me racontant une histoire de récréation, une dispute sans importance à propos d'un jeu, déjà presque oublié au moment où elle m'en parlait. Elle était parfaitement sereine. Elle n'avait aucune idée du fait que son prénom était apparu sur une liste à puces rédigée par sa tante pour justifier son exclusion. J'ai pris ma décision quelque part entre la corbeille de pain et l'addition. Ce vendredi-là, j'ai retrouvé Valérie et j'ai signé l'autorisation de retrait. L'engagement financier de mon mandat de gestion auprès du domaine et de 3 des principaux prestataires a été officiellement révoqué avec effet le samedi matin à 7 heures. Le mariage devait débuter à 14 heures. J'ai réservé 2 billets d'avion pour Lisbonne le soir même. Clara n'avait encore jamais pris l'avion, et elle me posait des questions sur les voyages depuis des mois. J'ai préparé nos valises pendant 2 soirées paisibles pendant qu'elle dormait, et j'ai éprouvé un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis bien longtemps, celui de prendre enfin une décision pour nous deux, et non en fonction des autres. Le vendredi soir, je me suis rendue en voiture au domaine. La répétition touchait à sa fin. Chloé se tenait près de l'entrée du jardin dans une robe claire, riant avec un membre de la famille de Thibaut. Elle était radieuse et absolument certaine que la journée du lendemain se déroulerait exactement comme elle l'avait prévu. J'avais apporté une carte dans une petite enveloppe. À l'intérieur, j'avais écrit ces quelques mots à la main: j'espère que tu obtiendras exactement ce que tu as bâti. Je ne serai pas là demain. Mon soutien financier non plus. Prends soin de toi, Chloé. J'ai glissé l'enveloppe dans la poche de son manteau qui était suspendu près de l'entrée, et je suis repartie. Sans parler à personne. Notre vol a décollé le samedi matin à 6h45. Nous avons atterri à Lisbonne en début d'après-midi, heure locale. J'ai rallumé mon téléphone pendant que Clara choisissait quel sac elle voulait porter dans le hall des arrivées, et les notifications ont commencé à affluer en continu. Des appels manqués de ma mère, des messages de ma tante Béatrice, 2 messages vocaux d'un numéro inconnu qui s'est avéré être celui du service événementiel du domaine, puis un SMS de ma mère qui disait simplement: « Céline, qu'est-ce que tu as fait ?» Ce n'était pas une question, c'était un constat. J'ai écouté le message vocal du domaine. La voix de la coordinatrice était professionnelle et calme, mais laissait transparaître une urgence évidente. Elle expliquait que la confirmation de paiement qu'ils attendaient n'avait pas été validée et qu'ils devaient impérativement s'entretenir avec le titulaire du compte avant de pouvoir poursuivre l'installation des salons. Elle parlait sur le ton de quelqu'un qui avait déjà l'habitude de ce genre de situation délicate. D'après ce que j'ai pu reconstituer par la suite grâce à ma tante Béatrice, qui m'a appelé 4 fois ce soir-là et a fini par m'avoir au bout du fil le 3e jour, voici ce qui s'est passé au domaine ce samedi-là. Dès 10h du matin,
la directrice événementielle du domaine est allée voir la mère de Thibaut pour l'informer que les comptes étaient bloqués. À midi, l'équipe du traiteur a interrompu les préparatifs en attendant la confirmation du règlement du solde. À 13h30, alors que les premiers invités commençaient à arriver, les portes de la grande salle de réception étaient toujours closes. La famille de Thibaut a alors commencé à poser des questions auxquelles Chloé était incapable de répondre. Pour elle, l'argent provenait toujours de ce qu'elle appelait vaguement des ressources familiales. Acculée, elle ne pouvait citer aucun compte bancaire ni fournir la moindre preuve de virement. Elle a appelé ma mère, qui a immédiatement contacté sa propre banque pour découvrir qu'elle ne disposait pas du quart de la somme requise. Elle a appelé ma tante, puis deux nos cousins. Chloé a finalement trouvé mon mot dans la poche de son manteau vers 13h50. Ma tante m'a raconté que Chloé s'est effondrée sur l'un des bancs du jardin et qu'elle est restée prostrée pendant de longues minutes. Thibaut se tenait un peu plus loin, tandis que sa mère restait en retrait. Ma tante a ajouté que le regard de sa future belle-mère ne traduisait pas de la colère, mais quelque chose de bien plus froid, de plus définitif. Le mariage n'a pas eu lieu ce jour-là. Le domaine a été officiellement libéré de ses engagements contractuels, en vertu de la clause de non-paiement. Les prestataires ont remballé leur matériel. On a annoncé aux invités qu'un imprévu majeur contraignait les mariés à reporter la cérémonie. Personne n'a fourni d'explications plus détaillées, car il était impossible de le faire sans admettre la vérité sur la situation. Thibaut et Chloé ne se sont pas séparés sur le champ. La rupture est survenue 6 semaines plus tard, dans la discrétion, après une suite de discussions auxquelles je n'ai pas assisté et dont je ne connais pas les détails. Ma tante m'a simplement dit que la famille de Thibaut avait posé des questions d'ordre financier auxquelles Chloé s'était avérée incapable de répondre clairement. C'est tout ce que je sais. Ma mère a tenté de me joindre pendant 11 jours d'affilée. J'ai laissé la plupart de ses appels basculer sur ma messagerie. Quand j'ai fini par décrocher le 12e jour, elle n'a pas crié. Sa voix trahissait une immense lassitude. Une fatigue que je connaissais bien pour l'avoir déjà entendue à maintes reprises par le passé. C'était celle qui apparaissait toujours lorsque s'effondrait une situation dont elle s'évertuait à feindre la stabilité. Elle m'a demandé pourquoi je n'en avais pas simplement parlé avec Chloé. Je lui ai répondu que c'était précisément ce que j'avais fait, et que cet email constituait notre ultime discussion. Je lui ai demandé si elle l'avait lu. Elle m'a répondu que Chloé lui en avait parlé et qu'elle pensait effectivement que ma sœur aurait pu tourner les choses différemment. Aurait pu tourner les choses différemment. C'était là toute la distance entre la réalité des faits et ce que ma mère consentait à admettre. Je lui ai dit que je l'aimais, que j'avais besoin de temps et que je ne souhaitais pas aborder à nouveau ce sujet ce jour-là. Puis, j'ai raccroché. Et je n'ai pas ressenti la culpabilité que je m'attendais à éprouver. J'ai plutôt ressenti une saine fatigue, celle que l'on éprouve lorsqu'une affaire est définitivement réglée. Clara et moi avons passé 9 jours à Lisbonne. Nous nous sommes promenés le long du fleuve, nous avons pris le tramway pour monter sur les collines afin d'admirer la ville depuis un belvédère, et nous avons dégusté des pastéis de nata l'après-midi. Le 5e jour, elle m'a demandé pourquoi nous étions venus ici plutôt que d'aller au mariage de sa tante Chloé. Je lui ai répondu que nous avions besoin d'un voyage toutes les deux. Elle s'en est contentée sans poser d'autres questions et a aussitôt enchaîné sur ce que nous allions dîner. Les enfants sont bien plus résilients que nous ne le pensons, en particulier ceux qui savent que la personne à leur côté veille réellement sur eux. Je suis rentrée chez moi et j'ai repris le travail. Mes clients m'attendaient. Mon emploi du temps est resté le même. L'appartement était calme et identique à
Celui que j'avais laissé. Je n'ai pas cherché à recontacter Chloé, et je ne l'ai pas fait depuis lors. Je ne sais pas vraiment ce que je lui dirais si elle m'appelait, mais elle ne l'a pas fait. Ma tante me dit qu'elle habite chez ma mère pour l'instant et qu'elle tente de régler diverses difficultés financières et personnelles. J'espère qu'elle y parviendra. Je le dis sans aucune amertume. J'espère sincèrement qu'elle parviendra à construire quelque chose de solide et de vrai. Ce que je sais, c'est que j'ai passé des années à me faire toute petite pour que ma présence ne vienne pas ternir l'image de quelqu'un d'autre. J'ai payé pour des choses sans que personne ne m'en soit reconnaissant, je me suis tue dans des pièces où mon argent permettait pourtant à tout le monde de s'amuser. Et lorsqu'ils ont fini par me demander formellement, par écrit, de m'effacer complètement et de considérer ma propre fille comme un fardeau embarrassant, quelque chose s'est définitivement brisé en moi. Sans colère, mais avec une parfaite lucidité. J'ai 34 ans, j'ai une fille qui sait qu'elle est aimée et désirée, j'ai un cabinet de conseil que j'ai construit seul, sans l'aide de personne, et j'ai une vie simple qui m'appartient pleinement. Je n'ai pas gâché le mariage de ma sœur, j'ai simplement cessé de payer pour un événement auquel je n'étais pas réellement conviée. Ce sont deux choses bien différentes. Et je pense qu'un jour, quand la poussière sera retombée, elle finira par comprendre exactement ce que cela signifie. Si vous avez déjà été cette personne qui maintient discrètement l'équilibre pour des gens qui ne se soucient jamais de ce que cela vous coûte, j'aimerais lire vos témoignages dans les commentaires. Et si c'est votre première fois ici, n'hésitez pas à vous abonner. Je lis chacun de vos messages.